Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Si on parlait sport. Le programme de l'émission ne change pas, il y aura des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels, tout cela sur l'actualité sportive du département et dans la bonne humeur. Présentation de nos super chroniqueurs en musique. On commence à droite avec notre spécialiste handball, il entraîne l'équipe senior de Versailles, il est également l'entraîneur de la team 78, il est né avec un ballon de handball dans les mains. Je veux bien sûr parler d'Alexandre Taillefer. En forme pour cette émission, Alexandre? En forme, et je voulais juste préciser que voilà, la semaine, il y a 15 jours, j'étais pas là parce que j'étais en formation d'entraîneur de handball à Chambéry et non parce que j'ai perdu d'un but, même si c'est vrai que ça m'a beaucoup énervé, mais bon, félicitations à plaisir de cette belle victoire. Bon, le message est passé auprès des téléspectateurs. On passe à gauche, musique. Il est vice-champion du monde de cyclisme sur piste master, champion d'Europe en 2013. Il a également été champion de roller. Il est amateur de sport extrême et de sensations fortes. Yann Dujarrier est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Yann. Bonsoir Michael. Sensations fortes, sport extrême, ça vous caractérise? J'aime bien regarder, je suis un peu moins pratiquant. Un peu moins pratiquant. Ouais. Vous avez un petit message? Ouais, toujours prêt. Toujours prêt, ok, bon d'accord. C'est noté pour l'émission. On repasse à gauche, il est dans le rugby depuis une vingtaine d'années. Il est l'entraîneur de l'équipe senior de plaisir depuis septembre dernier. Je ne le présente plus, Jean-Miss est avec nous aujourd'hui. Jean-Miss. Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Vous allez bien? Ben, ça va très bien. Un petit message quand même. Un petit message également. Beaucoup de messages dans cette émission. Ben oui, mais on est là pour ça aussi. Mais Mustapha, il n'est pas là encore. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est un peu dommage. Espérons qu'il revienne sur une prochaine émission. Ah ben, j'espère bien, parce que depuis que je suis venu la première fois, il n'est pas revenu. Bon, j'espère que le message est passé auprès de Mustapha. On l'attend sur une prochaine émission. On termine par le meilleur d'entre nous, musique. On l'a baptisé dans cette émission l'encyclopédie sportive. Il est capable de nous citer tous les vainqueurs yvelinois d'un deuxième tour de Coupe de France sur 10 ans. Basile Régoli est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Basile. Votre surnom, l'encyclopédie, vous l'assumez? Je crois que j'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix? On vous surnomme l'encyclopédie, je crois, auprès de vos jeunes. On m'en parle souvent la semaine, effectivement. Parce que vous entraînez une équipe de jeunes à Versailles. Auprès des jeunes que j'entraîne, je me fais chambrer toute la semaine. Merci Mickaël. On continue cette émission avec une séquence. Nous étions à plaisir le dimanche 31 janvier et on avait isolé une caméra sur vous, Jean-Miss, pendant le match. Et on peut dire que vous êtes d'un calme olympien pendant les rencontres. Alors, Jean-Miss, une petite réaction par rapport à cette séquence? Oui, oh, c'est pas la pire. Hein. C'est pas la pire. Je peux mieux faire, mais non, mais là c'est parce qu'il y avait des. J'ai vu, je me rappelle, je me souviens de ce moment. C'était l'arbitre qui vous avait énervé? 3 cravates d'affilée. Je fais le geste là. 3 cravates d'affilée non sifflées. D'ailleurs, il y a eu explication à la fin. Avec l'arbitre? Oui, je lui ai demandé pourquoi j'ai demandé pourquoi il les avait pas sifflés. Et il m'a dit qu'effectivement, il était ailleurs, il m'a dit. Moi, j'y étais en tout cas. Vous avez également un petit carnet avec vous tout le temps. On va regarder des images justement. Un petit calepin. Vous notez quoi sur ce petit calepin? Là, je note au niveau des phases de jeu. Tout ce qui est lancement de jeu, les phases statiques, les touches, les mêlées, ce qui est gagné, ce qui est perdu, ce qui est pris à l'adversaire. C'est votre petit secret? Non, c'est pour m'appuyer après lorsque je regarde la vidéo du match. Et ça me sert énormément aussi au cours du match pour savoir si on est beaucoup pénalisé, si je dois un petit peu mettre la pression à l'arbitre sur certaines choses. Si vous devez disputer vos joueurs à la fin du match. Voilà, et puis c'est certains points, mais rien d'extraordinaire. Alors, avant de passer au sommaire de l'émission, nous allons revenir sur un score. Les Igny-Montins ont aussi un incroyable exploit en remportant la victoire sur le score de, écoutez-moi bien, 109-0 contre Pantin à l'extérieur. Un score très rare en rugby. Au classement, Montigny-Breton reste 3e à 13 points de la première place détenue par Neuilly-sur-Marne. Une réaction sur ce 109-0, Jean-Miss? 109-0 en rugby en première série, c'est courant? Au courant, non. Au courant, là, je crois que je vais regarder, c'est 17 essais. Il y a eu 17 essais. 12 transformés de mémoire. Et bon, après, j'ai pas vu le match, mais. Pantin n'a pas joué? C'est pas fréquent, mais à mon avis. À mon avis, bon, Pantin, ça doit peut-être monter. Je crois qu'ils ont 1 point au classement. Hein. Si j'ai regardé un petit peu, j'ai révisé mes fiches, Basile. non, je crois qu'ils ont 1 point, donc c'est vrai qu'à mon avis, ils ont déroulé. Mais je crois que la même journée, nous, en Fédéral 3, il y a Épernay qui a mis 129 points à Pithiviers. Donc on peut faire mieux. 129 à 17 à Pithiviers, le même jour.
en Fédéral 3. Donc voilà, ça peut. En Ça Coupe peut du arriver Monde, aussi. on voit aussi Réaction, Yann on voit régulièrement en Coupe du Monde. Quand Non, c'est les... fini ça. C'est On fini. le voyait Avant, régulièrement je en me Coupe du souviens Monde. d'un Voilà. All Black Japon. Voilà. C'est le Japon qui bat, C'était avant, ou la Roumanie aussi, qui bat pas les le débuts de la Black, Coupe du qui bat Monde. l'Afrique du Sud. Ouais. On le voit plus ça maintenant. Basile, votre réaction sur ce score? Impressionné par ce score. Je pense que pour l'adversaire, quand on rentre chez soi avec un tel score dans la valise, C'est bien pour les spectateurs. ça- C'était en vue des essais. Du spectacle, mais que dans un sens finalement. C'est un On va- entraînement. quoi. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler football américain. Les Templiers d'Elancourt débutent leur saison ce samedi 6 février. Nous parlerons également football avec la belle série de Maurepas. Mais tout de suite, retour sur la victoire de Plaisir contre Val-de-Seine. Le Plaisir Handball Club n'en finit plus de gagner. Les Yvelinois ont infligé une véritable correction à Val-de-Seine ce dimanche 31 janvier. Le score est sans appel, 41-30. Leur bilan est désormais de 11 victoires en 12 matchs disputés. Conséquence, Plaisir reste leader de pré-national et peut envisager la montée en fin de saison. Une montée que les joueurs avaient ratée de peu l'année dernière. Ils n'étaient pas montés à la différence de but. Les joueurs restent donc prudents cette saison. On écoute le demi-centre Modeste Benjamin. On voit justement le classement à l'écran. Plaisir est premier actuellement. Honnêtement, on va pas parler de monter tout de suite. On va attendre, on va prendre les matchs les uns après les autres. Il y a Paris Sport Club qui suit le rythme, qui est une très très belle équipe. Voilà, il y a Versailles qui est une belle équipe, il y a Métro, voilà, la poule est très costaud, donc voilà, tous les matchs vont être super importants. On prend vraiment personne à la légère et on fera les comptes au mois de juin en espérant que cette fois ça paye pour Plaisir. Plaisir a donc connu cette désillusion l'année dernière, mais cette expérience peut-elle être déterminante cette saison? Vous votez, oui ou non? Rouge, non. Vert, oui. Bon, vous êtes tous d'accord, vous avez décidé de m'embêter. Bon, Basile, je vous voyais un petit peu mitigé sur la question. Qu'est-ce mitigé, que vous non, répondez, du pas coup, forcément. C'est ça sûr peut être que- déterminant cette année? Bah, ils ont peut-être commis une ou deux erreurs l'an dernier et ils savent ce qu'il faut faire, je pense, pour pas la reproduire. Maintenant, chaque saison est différente et Je pense que surtout, là, ils sont pas vraiment dans la même Ce sont position. vos concurrents, Ouais. Alexandre. Mais l'année dernière, ils étaient devant, ils étaient premiers, parce que là, ils sont premiers parce qu'ils ont un match d'avance. Mais si jamais Paris Sport Club gagne son match en retard, ils vont passer deuxième. Et l'année dernière, c'est différent, ils étaient premiers. Et c'est à la fin qu'ils se sont fait passer devant. Donc ils avaient leur destin en main et à la fin ils ont craqué et les deuxièmes sont passés devant eux. Là c'est différent, ils ont perdu contre Paris Sport Club à la maison de 7 buts. Donc si Paris Sport Club gagne son match en retard au goal average particulier, ils ont déjà plus 7 et ils doivent jouer après chez eux. Voilà, à savoir, il reste à jouer là-bas à Paris Sport Club pour eux, mais ça va être un challenge très difficile parce que d'aller gagner de 8 buts là-bas, ça va être compliqué, mais c'est pas infaisable, hein, tout est possible en sport. Donc voilà, maintenant ce qui est certain, c'est que plus on accumule les deuxièmes places, ça doit faire 4 ou 5 ans Ils sont toujours à la limite de qui monter. sont à la limite de deuxième, troisième. Donc forcément, on acquiert le groupe quand même à avoir une certaine forme de stabilité depuis quelques années. Donc voilà, moi personnellement, je l'ai remarqué sur le projet de jeu quand ils ont été nous battre chez nous d'un but il y a 15 jours. Et c'est vrai que sur leur projet de jeu, on voyait bien qu'il y avait une cohérence collective en défense, sur le jeu rapide. Et donc on voit que c'est un groupe qui commence à avoir une certaine expérience de vie ensemble. Donc ça va sûrement leur servir jusqu'à la fin du championnat. Voilà. Maintenant, ça ne suffit pas pour gagner. Ils Quoi, doivent ça, faire je veux dire. 100% de victoire, à votre avis? Ah bah, ça dépend de ce que fait Paris Sport Club. Voilà. Pour l'instant, ils sont derrière eux. Si Paris Sport Club, encore une fois, gagne son match en retard. Mais oui, si Paris Sport Club gagne tous ses matchs, bah, ils devront gagner tous leurs matchs et en plus aller gagner à Paris Sport Club de 7 ou 8 buts en fonction du goal average. Donc voilà, maintenant, est-ce que Paris Sport Club va gagner tous ses matchs? J'espère pas, puisque nous, on va les jouer dans 15 jours, donc j'espère qu'on va les battre. Mais bon, nous, avant, on a un match contre Houille à aller gagner qui va être très compliqué chez une équipe qui joue le maintien et dont Plaisir avait perdu il y a 2 ans chez eux, alors qu'ils sont descendus, donc ça va être très compliqué là-bas. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que le championnat, il est quand même encore assez ouvert et que rien n'est joué à ce moment-là. Jean-Miss, je vois que vous êtes en train de bouillonner à côté d'Alexandre. Non, pas du tout? Du tout. Mais non, je croyais que Mustapha s'était réincarné. Mais non, juste une chose, non, comme tu disais souvent, toi c'est un peu long, mais sinon c'était bien. Juste une chose quand même, Allez-y, un petit avis personnel, c'est que effectivement, toi tu dis, mais toi t'es partie prenante, donc t'es pas trop, C'est vrai. c'est pas bon. Donc, parce qu'une chose, Plaisir est quand même en tête, parce que le match,
Ils ne l'ont pas joué, ça. le Paris Sport Club. Ils ne l'ont pas joué. Donc là, quand même, au niveau du classement, Plaisir est premier. Moi, ce que Et je premier. vois- Les matchs, il faut les jouer. C'est avec des si, on est champion Ce du que je monde. vois, c'est que sur le résultat de la journée là, Paris Sport Club a quand même mis 44 buts à Mantes, qui a pris une bonne déroulée de plus de 20 points. Donc en effet, Et je pense Plaisir, que 41, a marqué 41. oui, d'accord, mais la différence n'était pas la même. Et donc, si tu nous parles des fameux 7 buts d'écart à domicile, en effet, je pense que Paris Sport Club doit être l'équipe favorite pour ce championnat, Ouais. du moins. Sauf que j'insiste, Ils ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué, bien Ils sûr. l'ont pas joué. Ah non, Alors mais que d'accord. Plaisir, ils l'ont joué le Ils match l'ont joué, en ils l'ont retard, gagné, entre en avance. guillemets, Ouais. en avance. Donc ils l'ont pas joué. Donc rien n'est fait. Puis quand même, je suis pour. Le discours de la personne que vous avez interviewée est bon. C'est vrai qu'on fera les Le comptes au mois de capitaine. juin. Le Benjamin. capitaine, on fera les comptes au mois de juin et c'est là que ça se jouera. Hein. Biathlon en ce moment, j'ai Marie-Dorin Imbert qui était au mois de décembre jouer la Coupe du Monde. À un moment, elle a envoyé balader les journalistes en leur disant arrêtez de nous parler du classement de la Coupe du Monde, on verra ça en février. Pour l'instant, c'est pas le moment. Donc là, on est à la moitié du championnat. C'est pareil, c'est pas le moment de parler de la montée ou quoi. Il y a encore quelques matchs à jouer avant de pouvoir penser à ça. Alexandre, vous qui êtes entraîneur de Versailles, vous êtes un petit peu détaché dans cette course à la montée. Vous pensez vraiment que ces deux équipes sont au-dessus du lot? Moi, je pense qu'il y a à peu près 5 équipes qui peuvent vraiment battre tout le monde. Val-de-Seine, ils sont hauts au classement, mais ont fait une grosse surprise. Voilà, donc c'est encore un point d'interrogation. Nous, on les a battus à domicile, avec de la difficulté, mais on les a battus quand même. Là, ils se sont pris une bonne branlée à Plaisir. Donc à voir comment ils vont évoluer jusqu'à la fin de la saison. Mais sinon, des équipes comme Roissy, l'US Métro, Plaisir, Paris Sport Club et nous, je pense que c'est 5 équipes qui se dégagent quand même, qui vont se dégager dans les 5 premières places. Et je pense que chacune de ces équipes peut faire une perf l'une contre l'autre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est pour ça que je pense que le championnat est loin d'être terminé. Voilà, donc À wait and see, quoi. Voilà, exactement. Basile, cette expérience, ce groupe, on voit que ce groupe est quand même relativement âgé. Il y a beaucoup de joueurs de plus de 30 ans dans cette équipe. Il y a quelques joueurs de plus de 27, 28, 30 ans. Voilà. C'est un groupe d'expérience, justement, et cette expérience peut leur Ça peut servir. leur servir. De toute façon, on peut faire un parallèle avec l'équipe de rugby de C'est Plaisir. c'est ce qui fait la différence dans ce type de championnat, assez serré. Est-ce que ça peut faire la différence ? Ça peut servir parce qu'ils ont des joueurs qui ont évolué plus haut, en National 3, en National 2. Donc, ils ont forcément un peu plus d'expérience que des joueurs qui évoluent qu'au niveau régional. Après, il y a aussi des jeunes dans les différents clubs qu'Alexandre a cités qui arrivent, qui sont prometteurs, qui ont faim et qui ont, eux, vraiment l'envie d'aller goûter à la National 3. Donc, Je tiens à préciser pense quand même que Plaisir. Excuse-moi, je t'ai coupé. vas-y. Dernière précision, et après on passe au prochain thème. Que Plaisir a perdu la montée contre 5-5, qui était un club de moyenne d'âge l'année dernière. Donc je pense que l'âge, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le niveau de jeu sur le terrain et ne pas avoir peur lors des matchs décisifs. C'est tout. Après cette rubrique résultats, on passe maintenant à la rubrique j'aime pas de Basile Régoli, notre spécialiste du sport yvelinois. Notre chroniqueur Basile Régoli, le Michael Jordan du sport yvelinois, nous présente ses tops et ses flops. On commence tout de suite par les j'aime. Jingle. Qu'est-ce que vous avez aimé cette semaine? Eh bien, on a parlé du plaisir handball, on va en reparler. Un j'aime pour le gardien de but de cette équipe. Si les Plaisirois sont aujourd'hui en tête de pré-national, le portier Jean-Marc Bérel y est certainement pour quelque chose. Faut savoir qu'il l'a prouvé en tout cas dimanche contre Val-de-Seine. Une trentaine d'arrêts, je crois. Ouais, une bonne vingtaine de parades, j'ai envie de dire, sur ce match. À 41 ans, ce père de famille a décidé il y a 1 an et demi de se lancer un dernier challenge en rejoignant le club de Plaisir pour apporter justement son expérience. Il faut savoir que c'est un joueur qui a roulé sa bosse un peu partout en région parisienne. Il a formé à Poissy, ensuite il est parti à Saint-Brice en D1, à Conflans en D2. Donc voilà, depuis 1 an et demi, il apporte son expérience. C'est pas... Je pense que Plaisir n'est pas par hasard premier au classement s'il est là dans cette équipe. Justement, Jean-Marc Bérel, nous l'avons rencontré juste après la rencontre, après son superbe match. On a pris 30 buts, donc je ne suis pas plus satisfait que ça de mon match. Après, ça fait aussi du bien de faire un petit peu d'arrêt parce que ça remotive un petit peu. Là, contre Versailles, contre d'autres, j'avais eu un petit mou là, et là je relance un petit peu et ça me fait du bien.
Alexandre, une petite réaction. Vous êtes notre spécialiste handball. Vous le connaissez, ce Jean-Marc Bien Bérel. sûr, non, mais il est très réaliste sur ses performances. Comme il l'a dit, contre nous, il a été un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Mais il faut quand même reconnaître qu'il a fait 2-3 parades à la fin du match qui nous ont empêché de revenir à égalité ou de passer devant. Voilà. Ensuite, l'année dernière, c'est l'année où ils ont été le plus proche plaisir de la montée. Et moi, je suis persuadé que c'est à 50% grâce à lui. Moi j'ai vu de nombreux matchs, il a fait des matchs où il a arrêté les tirs tout seul, sans aide de la défense. Et moi c'était les craintes que j'avais contre nous. Heureusement on s'en est pas trop mal sorti, ce qui fait qu'on était proche au score. Mais c'est sûr qu'avec lui et sans lui, Plaisir n'est pas du tout la même équipe. Un gardien fait la différence vraiment. En handball, c'est vraiment la clé d'une équipe. Ça n'est qu'un joueur sur 7 joueurs titulaires, mais à lui tout seul, s'il n'encaisse pas de but, il permet à une équipe de se relancer énormément. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est 50% d'une équipe, alors que c'est qu'un joueur sur 7 sur les 7 qui jouent. Et pour eux, c'est encore plus vrai, quoi. C'est largement 50% de l'équipe. Yann, vous voulez réagir ? C'est un poste où on peut durer dans le hand. On le voit donc à Plaisir, mais on le voit aussi au Chesnay, où il y a Marc Béhary qui a déjà la quarantaine passée. Quarantaine également. On a des gardiens quand même assez âgés. La gardienne de Montigny, la gardienne de Montigny qui a 42 ou 43 ans, qui a gagné une Coupe d'Europe avec un club roumain il y a quelques années, qui a rejoint Montigny également. Donc des gardiens assez âgés dans le département. Ça court pas les gardiens, donc ça peut rester longtemps. Quand on les a, on les garde. On continue avec votre deuxième gemme, Basile, jingle. Yeah. Alors je crois, Basile, que votre deuxième gemme concerne l'équipe senior masculine de Maurepas. Tout à fait, l'équipe de football de Maurepas. Les Mauropasiens se sont imposés 5-0 contre l'équipe de Mantes ce week-end en championnat. Sur ces 5 dernières journées, Maurepas reste sur 4 victoires. On sait qu'au début de saison, ça avait été compliqué pour le promu. Ils étaient lanterne rouge. Ils étaient plus focalisés sur la Coupe de France, où ils ont fait un bon parcours et où ils ont fait parler d'eux que le championnat. Et depuis que cette aventure en Coupe de France est terminée fin octobre, début novembre, ils enchaînent les bonnes performances et commencent à trouver un petit peu leur rythme dans ce championnat d'excellence qui est nouveau pour eux. Donc c'est plutôt encourageant de voir un club qui était lanterne rouge en novembre et qui est aujourd'hui 5e du classement à 4 points du podium. Yann, on peut jouer sur tous les tableaux quand on est un club amateur. Basile le disait, ils étaient en Coupe de France. Ils devaient également jouer le championnat en parallèle. Est-ce qu'on peut jouer sur tous les tableaux quand on est un club amateur ? On l'a déjà dit, c'est soit une spirale positive, soit une spirale négative. Là, en effet, ça a été une spirale positive, mais pendant qu'ils jouaient la Coupe de France, ils avaient du mal en championnat. Parce que les enjeux n'étaient peut-être pas les mêmes, mais maintenant qu'ils ont effacé, qu'ils ont pris l'expérience sur la Coupe de France, ils en bénéficient sur le championnat. Donc oui, on peut jouer tous les tableaux, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils n'ont pas de match en semaine, c'est qu'un rythme par week-end. C'est pas des enchaînements qui sont compliqués à avoir, mais maintenant il faut pouvoir les accuser psychologiquement. C'est plus là-dessus qu'il faut réussir à encaisser le coup. Vous êtes d'accord, Alexandre ? Je pense que c'est un petit peu particulier pour cette équipe parce que comme elle est promue, elle découvre le niveau championnat dans lequel elle évolue cette année. Donc, ce qui fait que forcément les premiers matchs vont être difficiles. Alors que la Coupe de France, il y a une espèce d'euphorie exactement qui s'installe et qui fait que on n'a pas de pression particulière. En plus, de toute façon, s'ils perdent, c'est pas une pression particulière. Alors que là, ils viennent de monter, il faut qu'ils se maintiennent. Donc, chaque match, il y a de la pression. Donc, je pense qu'ils ont été très libérés en Coupe de France et ont fait donc du coup un bon parcours. Mais ce qui veut dire que s'ils ont réussi à le faire, c'est quand même qu'il y avait de la qualité et qu'on commence peut-être à retrouver maintenant une fois qu'ils ont digéré un peu la pression de ce nouveau championnat. Donc, je pense que ça se corrèle un petit peu dans ce sens-là, à mon avis. Et après, il y a aussi d'autres choses. Il faut aussi voir les tirages de Coupe de France contre qui ils ont joué. Est-ce qu'ils ont joué sur des équipes plus fortes ou des équipes moins fortes ? C'est toujours. Plus fortes, on en avait parlé hier. D'accord, oui. Je ne sais pas si vous en souvenez. Bien sûr. Visiblement non. Visiblement non. Justement, je pense qu'ils se sont servis de ce parcours en Coupe de France pour définitivement se lancer en championnat Ils et prendre conscience de leur capacité. Si mes souvenirs sont bons. Exactement, une CFA. Donc. Une CFA, donc une équipe. Après avoir sorti. Très bien classée, Yann. Perdu. Très bien classé. Ils ont perdu. Ils ont gagné contre Torcy, par contre. Voilà, Torcy. On continue avec votre troisième gemme, Basile, jingle. Yeah. Il concerne les sports de combat. Exactement, et plus particulièrement les clubs saint-quentinois
qui vraiment font un énorme effort chaque saison pour organiser des championnats départementaux ou régionaux sur le territoire yvelinois. Donc là, on voit le taekwondo à l'écran. Voilà, il y a eu le taekwondo il y a 2 semaines, un championnat départemental qui a rassemblé plus de 300 concurrents 300 concurrents. sur une journée. Ce week-end, il va y avoir le championnat régional, si je ne dis pas de bêtises, de boxe éducative qui va être organisé à la Verrière. Donc voilà, c'était mettre en lumière le travail fait par ces clubs et le comité départemental de ces sports respectifs pour développer ces sports. Il y a également la Team Farouja aussi, par exemple, qui se retrouve la boxe avec la Team Farouja. Il y a vraiment une certaine polarisation vraiment de la boxe, des sports de combat sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout à fait, ouais. Vous avez ce sentiment-là aussi, Alexandre? En tout cas, moi, je tiens à féliciter les initiatives de ce type-là, parce que réussir à organiser une compétition avec à peu près 300 jeunes, c'est très porteur. Par rapport à l'éducation des jeunes aujourd'hui, où je pense qu'il manque un peu de cadre, le sport peut en être un pour eux. Et s'il n'y a pas d'organisation de compétition, la carotte, elle est un peu difficile. Donc c'est important qu'il y ait plusieurs fois dans la saison, surtout pour des sports individuels. Il n'y a pas de championnat avec des week-ends, des matchs, etc., qui tient au corps des jeunes. Il faut des organisations, il faut organiser des compétitions. Et c'est très important que les Yvelines le fassent. C'est positif, Jean, qu'un secteur, par exemple Saint-Quentin-en-Yvelines, polarise du coup tous ces sports de combat, ou est-ce qu'il faut que ces sports soient pratiqués partout dans les Yvelines? C'est un danger, cette polarisation, peut-être? Non, pas pour moi. Le principal, comme dit Alexandre, quand même, c'est de réunir des jeunes comme ça, 300, près de 300, à faire du sport, quel qu'il soit. Je crois qu'aujourd'hui, autour de la table, on est tous dans des disciplines différentes des sportifs. Et que par rapport à ce qu'on voit, aux phénomènes de société qu'on voit, il vaut mieux de nos jours voir le maximum de jeunes sur les terrains de sport, quels qu'ils soient. Et je crois que là, polariser 300 jeunes sur une journée, ça a duré? C'est une journée? Tout à fait, ouais. Une journée? Une journée, c'est fabuleux. Moi, je dis que j'encourage énormément ce genre d'initiative. Yann, la densité permet aussi, on a quand même beaucoup de monde sur la communauté d'agglomération, c'est aussi une ville quand même plutôt sportive et jeune, donc c'est normal que ce type de sport, et puis toutes disciplines confondues, maintenant tant mieux que ce soit sur les sports de combat, et comme dit Jean-Miss, quels que soient les sports pratiqués, il faut que les jeunes et les enfants pratiquent du sport. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est une vraie école de vie, le sport. C'est une vraie école de vie. C'est votre école de vie à vous? Sans le sport, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ah, c'est beau. On passe maintenant à un j'aime pas. C'est vrai, en plus. Jingle. Oh non! Une fois de plus, Basile, vous n'avez qu'un seul j'aime pas. Vous étiez une nouvelle fois de très bonne humeur. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans votre vie, mais vous êtes tout le temps de bonne humeur. Tout va bien, mais je suis tout le temps positif, de toute façon. Du coup, votre j'aime pas concerne? Un j'aime pas qui concerne l'athlétisme, et l'athlétisme yvelinois, évidemment. Faut savoir qu'en termes de licenciés, le département, c'est le 3e de France. C'est 7600 licenciés, donc derrière le Nord-Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône, les Yvelines ont quand même une place importante. Maintenant, ces chiffres cachent quelque chose, c'est que les Yvelines ont bien du mal à exister en termes de résultats au niveau national. Aujourd'hui, au niveau international, en équipe de France, vous n'avez aucun athlète du département, alors que contrairement au département du Bouches-du-Rhône et du Nord-Pas-de-Calais, vous en retrouvez une bonne dizaine. Donc il y a des questions à se poser. Au niveau même national, peu d'athlètes arrivent à émerger. Les meilleurs, n'ayant pas de structure dans le département, partent dans les départements voisins, dans le Val d'Oise, dans les Hauts-de-Seine. Donc il y a des questions à se poser, tout ça. Et je pense qu'il y a un gros travail qui doit être fait au niveau du comité, déjà pour proposer des suivis des meilleurs athlètes, offrir des stages, ce qui n'est absolument pas fait, contrairement à nos départements limitrophes des Yvelines. Donc voilà, et puis une autre difficulté, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de salle d'athlétisme pour pratiquer dans le département. Donc conséquence directe, les athlètes sont obligés de migrer rien que pour des championnats des Yvelines dans le Val d'Oise, à Aubonne, ou aller même à l'INSEP à Paris pour pouvoir trouver des compétitions. Donc là, il y a aussi un vrai problème. Donc c'est compliqué pour les Yvelinois. Voilà, c'est compliqué, donc on espère qu'il va y avoir un projet qui va se mettre en place pour les années à venir, pour développer tout ça. Jean, vous comprenez ce fossé? Alors il y a peut-être aussi à voir la politique du département dans cette discipline, parce que tu dis toi-même que
c'est les 3e au nombre de licenciés. Exactement. Ils mettent peut-être l'accent, justement, on en parlait juste avant, avec le phénomène de masse et de faire venir des jeunes. La politique du département en athlétisme, je ne sais pas, mais c'est peut-être aussi d'attirer un maximum de jeunes à faire du sport et que leur politique n'est pas spécialement la compétition et la compétitivité. Donc il faudrait peut-être leur poser la question. Maintenant, les meilleurs éléments sont amenés à migrer vers d'autres clubs ou mais d'autres structures en région parisienne pour pouvoir pratiquer du haut niveau ou de l'athlé performance. Oui, parce que si la politique n'est pas orientée vers justement la compétition, les meilleurs s'en vont à côté. Donc à mon avis, je pense que je ne dois pas être loin du vrai. Là. Moi, je peux te dire, on a le même problème en handball. Les Yvelines, c'est le département de la région d'Île-de-France qui a le plus de licenciés. Et c'est le département qui compte le moins d'entrées en pôle espoir. Donc de tous les autres départements de la région Île-de-France. Et il n'y a pas assez de stages effectués chez les plus jeunes pour les meilleurs, avant les entrées en pôle, etc. Il n'y a pas assez de moyens aussi pour encadrer ces jeunes et payer les entraîneurs. Donc voilà, je pense que ça doit être un problème pas uniquement lié je pense, au handball et du coup à l'athlétisme. Je pense que c'est une question sûrement de politique, de moyens et puis de gens mis en place qui doivent être sensibilisés à ça et pas uniquement au sport de masse qui au bout d'un moment, quand on a atteint la masse, il faut arrêter de faire de la masse, il faut commencer à s'attaquer au qualitatif. Quoi. Après, la masse, elle y est, ça c'est sûr. C'est ça. Ouais, mais quand on a la masse, normalement, on est censé avoir les moyens. S'il y a une structure, s'il y a des structures, des choses mises en place, il n'y a rien qui est mis en place. Après, il faut les entraîneurs quand même capables de faire la compétition. Et puis les quand tu as la masse, c'est quand même techniques, plus facile de sortir du monde que quand tu as. Je suis d'accord avec toi, mais là, c'est pas au niveau du nombre de licenciés, c'est au niveau de la qualité des entraîneurs. Mais bien sûr, on est d'accord. Là, il y a de toute façon des débats et il y a des choses à mettre en place. Et ce n'est pas seulement l'athlétisme. C'est l'organisation de l'ensemble. Il faut qu'il y ait une organisation aussi, parce que je pense que les entraîneurs, il peut y en avoir, mais il faut qu'il y ait des choses. Voilà, tout est lié. Il faut qu'il y ait des sous pour ça. Il faut qu'il y ait une organisation qui soit faite par les conseillers techniques du département. Il faut qu'il y ait les entraîneurs qui soient attachés à ça pour développer les meilleurs. Dans beaucoup de sports, c'est malheureusement dans beaucoup de sports le cas. Parce que le cyclisme yvelinois est aussi... Bien sûr. On a maintenant le vélodrome et on va dire l'arbre qui cache la forêt. Maintenant, il y a quand même des choses au niveau départemental qui se mettent en place. C'est long, le vélodrome n'a que 2 ans, mais il y a des choses qui vont arriver. On espère pouvoir sortir quelques pépites, puis finir ma phrase. Mais par contre, le problème, c'est que nous, on a un problème de masse. On n'a pas de masse pour pouvoir sortir la qualité. Donc, Mais Basile, c'est pas un problème de génération plutôt Aussi, mais ça, je crois que ça touche tous les sports. Tous les sports. Parce que voilà, il y a peut-être beaucoup de licenciés, mais tout simplement, il n'y a peut-être pas le prodige dans les Yvelines. Ah, il y en a, mais ils ont dû migrer ailleurs. Le mental, je vous dis, moi si... Le mental yvelinois est moins bon que le mental du Nord-Pas-de-Calais, Yann. Le mental, ça se forme. Mais le mental, ça se forme. C'est pas, ça vient pas du jour au lendemain. Je ne vais pas faire le parallèle avec l'école de Il y a quand même une chose sur le mental, quand même, où c'est vrai que dans les Yvelines, moi j'ai remarqué, parce que je venais pas des Yvelines avant, et je venais plus du Val-de-Marne. Vous êtes un expatrié. Et voilà, et c'est vrai que les jeunes ici font des études beaucoup plus poussées, beaucoup plus hautes, et donc ne voient pas le sport de compétition comme une priorité numéro 1. Voilà, exactement. Et donc on a du mal à les envoyer à l'entraînement. Moi en moins de 18, j'ai du mal à avoir tout le monde les 3 entraînements de la semaine, parce qu'il y a toujours les devoirs ci et devoirs ça. Voilà, c'est pas une priorité. Alors que dans le Val-de-Marne, ils vont s'entraîner 4 fois par semaine. On est plus donc on est vraiment pas, quand on est à 2 à 4, c'est le double, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc en termes de résultats, après, on peut pas avoir les mêmes choses. On est plus sur du sport loisir ou compétition que sur du sport performance. Je pense que voilà, on doit différencier. C'était le mot de la fin sur ce thème, Basile. Après cette rubrique j'aime pas, on passe maintenant à notre focus du jour. Il concerne le football américain et les Templiers à Délancourt. Aujourd'hui, notre focus concerne donc le football américain. Les Templiers d'Élancourt reprennent le championnat élite, l'équivalent de la première division, ce samedi à 6 février. Ils affronteront les Gladiateurs de la Queue-en-Brie pour ce premier match de la saison. Comme chaque année, on fait un tour d'horizon de l'effectif. Il y aura notamment un certain JC, un Américain qui vient de Sacramento, qui vient de signer. On l'écoute, il était très motivé à l'idée de débuter cette saison. Vous nous redire ? Je suis très content pour les saisons. Et,
je crois que nous allons gagner le championnat. Et je promets, nous allons gagner le championnat. L'arrivée de Jesse est un peu le contre-exemple de la nouvelle politique des Templiers car les élans courtois veulent miser sur la formation cette année et dans le futur. Il y a notamment la nomination de Jonathan Ekmans, un franco-américain qui sera le nouveau quarterback donc, de l'équipe. On l'écoute, il était au micro de Florent Parfait. Je vais essayer d'être un leader, d'être un exemple pour chacun et je vais essayer d'organiser l'équipe et de donner le meilleur de moi-même à chaque match. Donc Jonathan Ekmans qui est franco-américain, donc pas américain à 100%, alors que les Templiers ont l'habitude de recruter des quarterbacks américains à 100%. Ajoutez à cela la nouvelle section des U16 des Templiers d'Elancourt. La question est simple, messieurs, les Templiers veulent miser sur la formation, est-ce une bonne idée? Vous votez? Oui? Non? Allez-y. Heureusement qu'il Ah, partagé. Bon, on va faire un petit duel. Bon, allez, on va faire les deux indécis du groupe. Les deux indécis du groupe. On va faire Basile contre Alexandre. Allez, Basile, vous commencez. Je pense qu'on va sûrement être d'accord avec Alexandre, mais miser sur la formation, pour moi, c'est même pas une question, c'est une obligation. Je pense que quand on est ça reste une association sportive, les Templiers d'Elancourt, c'est pas uniquement un club professionnel, et leur but c'est de faire développer le football américain auprès des jeunes. Donc miser sur la formation, le retour de l'équipe U16, c'est une très bonne chose. Et donc la question, redites-moi. Pour répondre. Les Templiers veulent miser sur la formation. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée et c'est pour moi même la priorité que doivent faire les Templiers. Moi, j'ai mis un bémol parce que je mets un bémol sur la question, c'est de la pousser un peu plus, quoi. C'est évident que c'est une bonne idée, mais la question sous-jacente, je pense, c'est est-ce que ça va suffire pour gagner le titre, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je la pousserai jusque-là, la question. Et je pense que ça ne peut pas suffire. Donc, on voit bien quand même qu'ils recrutent un ou deux Américains pour accompagner tous ces jeunes. Parce que, surtout dans un sport qui n'est pas un sport français, où il n'y a pas la culture de ce sport, il est important d'avoir. Et c'est pour ça qu'ils avaient très souvent des quarterbacks américains, parce que on sait tous les ans, c'est lui qui décide de l'ensemble du jeu, quoi. Tout ce qui se passe, c'est le quarterback qui décide. Donc, si le mec n'a pas un minimum d'expérience du football, ça va être compliqué pour l'équipe. Et donc voilà, donc c'est important, je pense, d'avoir quelques têtes d'affiche qui connaissent bien le sport, qui peuvent bien apprendre aux Français, entre guillemets, toute l'arcane de ce sport. Et puis derrière, de toute façon, à mon avis, ils n'auront pas le budget pour indéfiniment prendre que des étrangers. Donc il va bien falloir passer par les jeunes. Mais moi, ça me fait penser le football américain un peu au basket dans les débuts des années 80 où les Américains commençaient à venir. Et on se souvient avec des épopées comme à Limoges où ils étaient champions d'Europe. Voilà, et c'est marrant, je trouve que ça commence à prendre un peu forme le football américain en France petit à petit avec maintenant des Américains qui viennent jouer en France, etc. Donc c'est intéressant. On va demander à Jean-Miss de trancher entre les deux. Non, mais ça a été bien développé. Match nul. On va dire match nul. On va dire match nul, oui, on va dire match nul. Parce que... De toute façon, effectivement, comme l'a précisé Alexandre, ils n'ont pas vraiment le choix par rapport à leur budget. Voilà, c'est un choix imposé parce que financièrement, ils ne peuvent pas rivaliser avec les Dauphins de Nice qui sont subventionnés par la ville de Nice, les Argonautes d'Aix-en-Provence qui sont subventionnés par Aix-en-Provence. Ouais. Voilà, même si Elancourt aide quand même, le club. Beaucoup, mais ils ont 7 ou 8 fois de moins que. C'est forcément moins que. Ils ont 100 000 euros, je crois, de budget, donc 7 ou 8 fois de moins que les clubs comme Aix-en-Provence et Nice. Donc c'est une fatalité de devoir miser sur les jeunes et sur la formation, en fait. On doit chercher de nouvelles idées quand on a moins d'argent que les autres, Yann. Ouais, faire des tamboulas. Allez leur proposer. Hein. Les gros sont À votre avis? Bien sûr, on est obligé de chercher des moyens, mais c'est vrai que la problématique de ces sports qui sont anonymes, pour pouvoir trouver des partenaires privés, c'est encore plus compliqué. Alors, quand on n'a pas de visibilité, quand ça se joue sur des terrains où on ne sait même pas où ils sont, c'est difficile. Là, quand on voit les images, c'est vrai qu'on ne voit pas grand monde dans les tribunes, donc pour faire parler d'eux, c'est pas simple. Il y a de plus en plus de monde quand même au fur et à mesure des saisons. Alors, j'en suis intimement convaincu que si on vient voir un match de football américain, on doit y prendre énormément de plaisir. Moi, j'adore regarder le foot américain à la télé. Il y a des superbes phases voir les Templiers d'Elancourt du coup. Samedi soir, 20h. Complexe sportif Europe à Elancourt. Il est sponsor du club. J'ai rien à faire. Je crois que j'ai rien à faire samedi soir.
J'y vais, tu Eh m'accompagnes? pourquoi pas. Voilà. Et il y a aussi également une autre question. Pour un sport américain, est-ce qu'il faut forcément recruter américain, Jean-Miss? Bon, on va dire, je crois que. Est-ce que au rugby, est-ce qu'il faut Laissez recruter par les néo-zélandais? Laissez par les Non, Jean-Miss, mais Yann. question, Non, est-ce c'est qu'au anglais, rugby- le rugby, c'est pas néo-zélandais. Oui, mais c'est les plus forts. À l'origine. Oui, l'origine. Non, mais je pense que c'est leur culture, nous, ce n'est pas la nôtre. Et c'est vrai qu'à un poste aussi clé que le quarterback, je crois que ce n'est pas les seuls. Hein, je crois que la plupart des quarterbacks en France sont américains. Donc, en D1, hein, je ne dois pas me tromper de beaucoup. Et c'est pas gratuit. Si on va chercher ces gens-là, c'est que c'est eux qui détiennent les clés du camion. Hein. Et si on veut le développer, c'est à travers ces gens-là. Mais c'est vrai qu'en plus, nous, c'est quand même pas notre culture, donc c'est compliqué quand même de faire exister un sport qui n'est pas encore dans notre culture. Il y en a déjà tellement qui ont du mal et qui sont culturellement français, donc là, c'est compliqué. La volonté du club, c'est également de faire une équipe quasiment 100% française pour pouvoir envoyer justement des talents aux États-Unis, même fournir les équipes américaines. C'est peut-être un peu prétentieux, mais voilà, c'est en tout cas l'objectif. Vous pensez que ça peut fonctionner, Basile? On va leur souhaiter, ouais. C'est vrai que l'an dernier, il y avait eu la Coupe du Monde et je crois que les Templiers avaient un représentant seulement sur toute l'équipe. Anderson, 40 joueurs, voilà, Tony Anderson. Donc évidemment, le souhait, c'est d'en avoir plus. Donc ils veulent former, je crois, notamment 2 quarterbacks vraiment 100% français qui vont se former dans l'année pour espérer que dans 2-3 ans, ils aient le potentiel pour jouer titulaire en D1, voire au niveau international. Donc c'est une politique un projet qu'on peut évidemment souligner, mettre en avant de la part des dirigeants des Templiers. Pour organiser cette formation, il y a eu la nomination d'un nouveau directeur sportif, Frédéric Pinchot. Un vrai organigramme, une politique avec donc les U16, les U19. Finalement, le club se professionnalise dans ce sens. Vous avez ce sentiment-là également, Basile? Oui, tout à fait. Vous qui avez suivi la conférence de presse des Templiers d'avant-saison. Exactement. Il y a un vrai chemin qui est tracé, des catégories U13, U14 pour rejoindre les seniors. Et c'est vrai qu'avant, en tout cas l'an dernier, la catégorie U16 avait disparu. Donc il y avait une étape à sauter pour les jeunes qui voulaient continuer le foot US au Templiers. Ils passaient directement en U18. Et là, c'est vrai que c'est structuré. Tous les 2 ans, ils passent d'une catégorie à l'autre. Donc ça attention au micro, Basile. Une bonne progression. Ils ont donc un projet, là vous êtes en train de nous expliquer qu'ils ont un projet sur plusieurs années. Plusieurs années. Voilà. Si ça ne paye pas cette année, ils continueront quand même. C'est qu'ils peuvent s'inscrire dans le club référent faisant jouer les jeunes français de toute la France. Et à ce moment-là, avoir des jeunes qui viennent pas que de la région parisienne, mais qui peuvent venir de toute la France. Si les autres clubs un peu plus pros, un peu plus d'argent, font moins jouer les jeunes, ils peuvent être le référent et à ce moment-là, se faire aussi une bonne petite équipe à moindre coût. Surtout quand on sait que la moitié des clubs de D1 sont des clubs de région parisienne. Donc ça peut permettre d'attirer des jeunes qui ne jouent pas aux Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, aux Flash de la Courneuve. Donc ils vont tous venir aux Templiers. Peut-être, on verra. On verra. On passe à présent à notre rubrique débat. On reste dans le sport américain. Notre débat du jour concerne 2 sports ultra populaires aux États-Unis, le baseball et le football américain dont on vient de parler. Le premier compte 12 000 licenciés en France. Dans le secteur, on a les clubs des Cougars de Montigny-Bretonneux donc qui sont basés à Montigny avec 255 sportifs. De son côté, le foot US compte 14 000 adhérents et près de 200 clubs dans l'Hexagone. La question, baseball ou football américain, quel sport peut s'imposer en France? Nous avons posé la question aux Yvelinois. Je dirais le football américain. C'est quand même plus vivant les matchs en fait. J'ai déjà été voir des matchs de baseball et c'était pas très marrant au stade en fait. C'est un peu long comme sport. Je pense que le football américain, on a déjà le rugby, on a le football. Ça fait beaucoup de choses. Le baseball, c'est plus original. Je dirais le football américain parce que mon fils aime bien. Je pense le football américain, ça c'est clair. Je suis un ancien rugbyman et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus du baseball. Ça fait ces règles un peu bizarres. C'est peut-être bizarre à suivre. Vous votez foot américain ou baseball? Tous pour le foot américain. Alors, Jean-Miss met foot américain, voilà, parce qu'il est français, c'est ça? Voilà, vous êtes fier de l'être? Ah mais oui, heureusement. Oui. J'ai jamais joué au football américain, j'ai jamais essayé. Vous n'avez jamais essayé? Non, jamais essayé. Donc vous êtes tous d'accord, ça sera plus le football américain plutôt que le baseball?
Pourquoi Yann? Allez-y. Déjà le baseball, je pense que, enfin déjà le football américain, vous pouvez demander à toutes les personnes qui sont là, ils vont pas pouvoir vous sortir quelles sont les règles. Mais alors le baseball, moi je me suis intéressé et j'ai compris en vraiment me forçant à regarder un match de baseball. Et puis c'est très très long un match de baseball en timing, c'est 6-7 heures je crois. En football américain également. Ouais, non, on est quand même plus autour de 3 heures, donc c'est quand même moins long. C'est le Super Bowl qui dure à cause des pubs. Voilà. Des Mais, concerts. le baseball, c'est vraiment pas culturel chez nous. C'est un sport qui est quand même assez lent. Non, voilà, le football américain, moi je pense qu'il y a quand même des choses à voir, mais il faut avoir un œil averti pour pouvoir y comprendre. Par rapport au rugby, même si ce n'est pas le même sport, Alors, mais quand même il y a une dimension de contact et physique qui peut y ressembler à travers un terrain, etc. Alors que le baseball, en France, on n'a pas de comparatif par rapport à ce sport du tout. Donc je dirais plus le football américain quand même. Jean-Miss, Oui, moi vous, aussi, vous trouvez qu'il y a un petit rapport entre le rugby et le football américain? Ben, le seul rapport qu'il peut y avoir, c'est le contact physique, c'est tout, parce qu'après, c'est pas du tout. Les ballons en football américain. Il faut la passe en devant. arrière. Alors que foot, on va la passe devant. Déjà, ils font la passe devant. Non, mais c'est pas pareil. Ils ont rien compris. Toutes les protections qu'ils ont, donc c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais voilà, je rejoins mes camarades sur le fait que, bien sûr, c'est déjà compliqué pour le football américain de s'imposer en France. Alors le baseball. Il est beau le stade de baseball sur Saint-Quentin, il est très bien placé lui. Montigny-Bretonneux. Voilà, lui on le voit bien quand partout. Le stade de Jean Maréchal. Si vous le dites, si voilà. vous le dites, Yann. On le voit bien là, il fait l'angle, le feu où il y a un radar si jamais on crame le feu. Donc voilà, on le voit très bien, mais c'est vrai que on ne sait pas quand sont les matchs, ni rien quoi. Donc, pourtant il y a la publicité. Il y a eu par exemple une joueuse qui est venue, une joueuse de softball, Megan Willis. On en avait parlé lors d'une précédente émission. On la voit justement à l'écran. On l'a su après. D'ailleurs, on l'a su après. Chez les femmes pour le baseball et chez les hommes pour le football américain. Ça peut peut-être se. Parce qu'il y a moins de contact. Parce que dans le baseball, moi j'ai vu quelques images de football américain féminin. Il y a softball pour les filles et baseball pour les hommes. Moi j'ai vu quelques images sur internet de football américain féminin. Je pense que c'est quand même très sympa. Je pense pas qu'en France ça se jouera comme ça. On parle des règles et voilà. Yann, ne vous égarez pas. On va encore avoir des problèmes. Vas-y, on va encore avoir des problèmes. Dans le baseball, il y a une vraie filière d'accès au haut niveau au niveau de la formation en France, parce que vous avez un pôle France qui est basé à Toulouse, où on retrouve une jeune qui est passée à Montagny, voilà, Mélissa Mailleux, qui a fait beaucoup parler d'elle l'été dernier. Qui a failli rentrer, je le rappelle pour les téléspectateurs, que Mélissa Mailleux a failli intégrer l'élite le baseball. Elle faisait du softball, elle a failli rentrer en baseball aux États-Unis avec les pros. Voilà. Donc voilà, il y a un pôle France, il y a 3 pôles espoirs, donc il y a vraiment une structure qui a été mise en place par la Fédération française de baseball pour développer ce sport justement. Mais finalement, quand on regarde les chiffres, 12 000 adhérents pour le baseball, 14 000 pour le football américain, finalement, il n'y a que 2000 licenciés, 2000 licenciés d'écart. C'est pareil. C'est pareil pour vous. À ce niveau, si on compare au football traditionnel, au soccer, quand on regarde le nombre de licenciés, 2000 licenciés, c'est un demi-département ou un pouillème de département à l'échelle nationale. Donc oui, c'est la même chose. 12 000 ou 14 000, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Alexandre, vous voulez rajouter un mot ? Ouais, j'aimerais juste savoir quand est-ce que les ailiers de rugby joueront au football américain. Je serais intéressé de savoir ou vice-versa d'ailleurs, si ça pourrait se... Je parle des ailiers parce que je pense que c'est ce qui serait le plus adaptable entre les deux postes. Je serais curieux de voir ça. Oui, parce qu'il y a eu une étude, enfin pas une étude, il y a eu une expérience qui a été faite. Une équipe de rugby qui est allée jouer contre des professionnels de football américain aux États-Unis. Jouer au rugby, donc ils ont fait un match de rugby contre les professionnels de football américain, et les Américains ont dit que les joueurs de rugby étaient fous. Voilà. Et il est certain que les équipements, les protections ne sont pas les mêmes. Hein. Donc moi j'ai souvent tendance à dire, mettez-moi les protections des joueurs de football américain et je vais vous en faire avoir des étoiles. Hein. C'est vrai que voilà, non mais ouais, c'est pas la même chose quoi. C'est pour ça donc voilà. Et vous en tant que rugbyman, ça pourrait vous intéresser de jouer au football américain ? Moi je suis trop vieux maintenant, mais ça m'aurait bien intéressé d'essayer, oui d'essayer, ne serait-ce de pouvoir mettre des
des tampons comme ça, là, avec tous ces équipes, ces protections et tout. Là. Mais à la base leur but à eux, c'est pas de mettre des tampons, c'est de les éviter de toute façon. Ouais, en mais plus, t'as quand même, mais ils se les prennent. t'as quand même des blocages, t'as quand même des blocages énormes. L'objectif, c'est t'as les défenseurs et t'as les dagues, mais c'est un peu comme le rugby, sauf que le ballon va devant. Moi j'aimerais bien qu'ils jouent avec une balle de hand en fait, parce que c'est vraiment chiant de jeter cette balle ovale là. Pour l'attraper, c'est beaucoup plus compliqué. Donc après ce débat sur le sport américain, on passe maintenant à notre rubrique découverte. Dans notre sport découverte, nous allons parler aujourd'hui de tir subaquatique, Jean-Miss. Ce sport créé dans les années 30 mélange à la fois l'apnée, la précision et la vitesse. Le club des Clés-sous-Bois vous propose d'ailleurs de tester cette discipline. Ils ont des sportifs qui font partie de l'équipe de France dans leur rang, avec notamment l'espoir Néliane Pied. Est-ce que c'est un sport que vous aimeriez tester, messieurs? Oui, non? Vous votez? On va voter. Non. Vous pouvez voter avec vos petites raquettes, hein, c'est fait pour ça. Hein. Non? D'accord. Bien rapide. Basile? Non? Personne n'aimerait tester? Jean-Miss? Non? Pas du tout? Autant je suis attiré par l'apnée en elle-même, puisque j'en avais déjà parlé quand on avait fait un petit focus sur Xavier Delpy, qui a fait médaille de bronze au championnat du monde en jump blue. Voilà, je le connais bien, c'est un copain. Donc autant l'apnée, ouais, ça m'intéresse. Là, conjuguer l'apnée et le tir, je comprends pas. J'adore regarder le biathlon, donc combiner le ski et le tir, là, ça, je comprends complètement. Maintenant, l'apnée, et voilà, non, soit il y a des... Je connais pas toutes les règles, et donc je vois, mais là, il y a pas mal de choses que je Donc que il je faut comprends effectuer pas. des traversées pour tirer, tout cela en apnée. Ah ouais, mais donc l'apnée en elle-même m'attire, parce qu'il y a le dépassement. Là, le dépassement pour aller faire un tir, je comprends pas. Ce qui est dommage, c'est que c'est toujours fait en piscine. C'est bien En ça piscine. Voilà, je trouve que c'est dommage parce que justement, ça pourrait être intéressant si c'était fait en pleine nature. Et dans un milieu, justement, voilà, où on n'a pas de certitude. C'est pour tirer également. Hein. Ouais, mais bon, le biathlon, il n'est pas fait dans une pièce, voilà, et c'est en pleine nature. Donc, voilà, moi, je sais pas, je le verrais. Facteurs extérieurs à prendre en compte. Voilà, c'est ça, exactement. C'est comme le canoë-kayak, voilà, on va faire ça. Hein. C'est en pleine nature aussi. Donc, moi, je sais pas, je le verrais plus avec un côté un petit peu plus extrême, quoi. Voilà. Là, c'est un peu fermé dans une piscine. Mais c'est comme le tir à la carabine à 20-25 mètres, là, où les gars, ils sont dans des pièces froides, où il n'y a rien. Et ça joue à des détails, c'est de la grosse concentration. Ce sport. Non, mais c'est... Là, non, ouais, pour moi, c'est pas télévisuel, ça donne vraiment pas envie. Même regardez les superbes images qu'on passe depuis tout à l'heure. Au bord du bassin, je pense qu'on doit vraiment s'amuser. Ce sport d'avenir pour vous, Basile? Alors moi, je vais bien rencontrer la demoiselle que vous... Néliane Pied, qui a 17 ans, Basile. Hein. Oh là là. Alors cette discipline, Basile, cette discipline, elle a de l'avenir ou pas? Je pense qu'elle aura du mal à émerger et à être médiatique. Pas de l'eau. Retour à présent, du coup, je vois que ce débat ne vous passionne pas du tout. Retour à présent sur la terre ferme avec notre jeu. On passe donc au défi du jour. Le défi concerne aujourd'hui la boxe. Les boxeurs de la team Farouja d'Elancourt doivent taper un sac de boxe après avoir tourné sur eux-mêmes. S'ils ne touchent pas le sac, ils sont éliminés. Regardez à la séquence. Ibrahim Silla, j'ai 25 ans, je suis boxeur dans la catégorie de moins de 80 kg et mon surnom c'est Ibra Kadabra. Enzo de la rue, j'ai 16 ans et je suis en moins de 69 kg. Béatrice Mendy, j'ai 16 ans et je combats dans les mois 68. Ibrahim Fofana, j'ai 19 ans. Ma catégorie c'est super plume et surnom à la salle on m'appelle Mini Ibra, parce qu'on est de Ibrahim.
donne la migraine quoi. J'ai trop mal à la tête. On a mal à la tête, c'est tout flou. En fait, c'est comme si on recevait un coup quand on est dans le ring. Ok, même chose? Ouais, même chose un peu. On a du mal à voir en profondeur surtout. Une réaction sur ce jeu, Jean-Miss? Oui, c'est sympa. C'est sympa. Ils n'ont pas tous joué le jeu là, ils tournaient pas comme il faut, parce que le premier il l'a bien fait. Ouais. D'accord. Ils vous ont déçu, Yann? Vous avez une petite réaction? C'était trop long. Non, ouais, là, il y a les combattants de boxe sont pas joueurs. Voilà, c'est pas les combattants. C'est pas les On combattants fera la même du chose jeu. avec vous, Yann, la prochaine fois. Venez nous faire tourner sur le vélodrome, on a l'habitude de tourner. On passe à présent au coup de gueule d'Arnaud Le Gouic. Notre chroniqueur Arnaud Le Gouic pousse à chaque émission un coup de gueule sur le sport dans le département. Aujourd'hui, Arnaud va nous parler des sports automobiles dans les Yvelines. Je vous passe la parole, Arnaud. Merci Mickaël. Pour le coup de gueule du jour, je vais parler de William Bertrand, le jeune que tu nous as fait découvrir dans un de tes reportages. Il a 13 ans, il est 3e meilleur pilote de karting de France dans sa catégorie. Il est yvelinois, mais il ne s'entraîne pas dans les Yvelines, puisque dans les Yvelines, il n'y a rien. Et c'est de ça dont je veux parler. C'est le problème du sport automobile chez nous. Ça manque de structure, il n'y a rien pour s'entraîner. On a bien Beltoise, mais ça reste quand même un tout petit circuit. C'est pas fait pour monter une vraie filière. Et c'est bien dommage, puisqu'il y a des jeunes qui ont du potentiel. C'est d'autant plus dommage que pour les jeunes, c'est très bien d'apprendre le maniement d'un volant, les trajectoires, les freinages, y compris pour la sécurité routière. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Finlande, avec les résultats qui sont très bons d'ailleurs, puisqu'ils ont une mortalité assez faible sur les routes, et des très bons pilotes de rallye. Donc pourquoi pas. Et la deuxième chose qui fait qu'on devrait mettre le paquet sur le sport automobile, c'est que donc, le département veut lui-même être le département de l'automobile en termes industriels, mais là aussi pour le sport. Ça a commencé il y a très longtemps avec la Jamais Contente, la première voiture qui a dépassé les 100 km/h, et ça s'est poursuivi. Plus récemment, on a Citroën qui prépare ses voitures à Versailles sur le plateau de Satori, avec les résultats qu'on connaît, puisque Sébastien Loeb est Nonup, je crois, je ne sais plus, champion du monde de rallye. Moins connu, il y a la 908 de Peugeot qui était préparée à Vélizy, puisque l'aventure s'est arrêtée, et qui a fait ses derniers tours de roue à Satori. Donc voilà, on a un vrai potentiel, on a une vraie histoire, ça fait presque partie de l'ADN des Yvelines, et c'est dommage qu'on ne développe pas une vraie filière du sport automobile. C'est mon avis. C'est un paradoxe pour les Yvelines d'être considérées comme une terre d'automobile et finalement ne pas sortir de champion. Vous votez? Oui, non? Encore une fois, c'est un problème de moyens. D'accord, vous êtes tous d'accord, encore une fois. Mais encore une fois, c'est un problème de moyens. On a les bases, on a plein de choses, mais on va pas au bout du bout. C'est très cher, c'est une discipline qui est très discipline très chère, mais un vélo ça coûte aussi très cher. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça coûte moins cher qu'une voiture. Ouais, quand même. Comment? Ça coûte moins cher qu'une voiture. Un vélo d'équipe de France sur piste, c'est entre 10 et 15 000 euros. Oui. Voilà, ça coûte moins cher qu'une voiture, mais une voiture de compétition, d'accord. Mais il faut pas. Ils vont vite. Quoique, on ne sait pas avec les moteurs dans les vélos. Yann. On en discutera une prochaine fois. On n'a pas ça chez nous. On n'a pas ça chez nous. Non, mais voilà, encore une fois, les Yvelines ne vont pas au bout de des possibilités qui leur sont offertes. C'est un peu dommage. Voilà, c'est vrai qu'on a un petit circuit beltoise. On a comme disait Arnaud, on avait même l'écurie F1 Alain Prost qui était même sur 50 ans à une époque. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont possibles à faire dans le coin, mais il faut que tout le monde y mette. Je pense qu'il faudrait exiger aux écuries pro qui viennent faire des tests ici d'investir dans la formation et pas de juste venir profiter des installations et puis après repartir et puis rien laisser en retour, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les politiques... Ils organisent quand même des opérations de promotion. Oui, mais notamment Charles Pic qui était en F1 il y a quelques années, qui était venu ici à 50 pour faire de la promo au niveau local. Il n'y a pas d'infrastructure durable, qui laisse des traces durables, quoi.
C'est ça, qui ne viennent pas juste faire un coup de pub et repartir, faire un coup d'essai et repartir, mais qui mettent en place quelque chose de durable, quoi, puisqu'ils reviennent fréquemment ici. Mais ça, à part les politiques qui peuvent l'imposer, personne d'autre peut le faire. Je viens d'en parler avec le football américain. Pour pouvoir construire sur de la formation, il faut prendre du temps. Et donc avoir un projet sur le long terme, et pas juste sur une année, je viens, j'essaye et je m'en vais. Non, c'est sur la durée. Et c'est ce que va mettre en place le directeur du Vélodrome avec ses projets. Il cherche à faire des choses, mais sur du long terme. J'étais en réunion avec lui mardi soir. D'accord. Merci de le souligner une nouvelle fois. En parlant du Vélodrome, il va y avoir une petite coupe d'hiver ce week-end avec un niveau régional, national, samedi 6 février. Donc il y a 500 places. C'est limité, mais si on peut faire les réservations. Vous avez des actions sur ce rendez-vous, Yann ? Non, je serai présent pour faire un peu de vélo. Pour faire un peu de vélo, mais voilà, non, vous allez pouvoir voir un peu de spectacle américaine déjà. Il peut aller de partout. C'est le mot de la fin, Yann. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le jeudi 18 février pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. À bientôt.